Donc, on poursuit avec la maladie d'Addison. Et avec la maladie d'Addison, je vous présente le président des États-Unis qui avait une maladie d'Addison, qui était John Fitzgerald Kennedy. Et vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi, en fait, je vous montre ces photos, parce que non seulement c'est intéressant d'étudier l'histoire de John Kennedy, c'est aussi intéressant de suivre l'histoire de Jackie Kennedy, et vous verrez pourquoi. Et vous avez deux photos, une de son mariage, et vous comprendrez pourquoi je montre les photos de mariage de Jackie, et la dernière que vous connaissez forcément, parce que la dernière a été prise à Dallas le jour où il a été assassiné, et elle porte le fameux tailleur rose qu'elle a gardé toute la journée, y compris, il était taché du sang de son mari, et le soir, elle l'avait toujours sur elle. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que, ou pas forcément, c'est que John Kennedy, il avait effectivement une maladie d'Addison. Il avait été hospitalisé notamment dans les années 54-57 pour le traitement de cette maladie d'Addison, où il avait des fortes doses de corticoïdes, ce qui lui a valu d'ailleurs, au cours de son hospitalisation, comme il s'ennuyait, il a écrit un livre qui a eu le prix Pulitzer en 1957, c'est-à-dire le prix de meilleur livre ouvrage. C'était sur tous les profils d'un certain nombre d'hommes politiques qui avaient montré beaucoup de courage. Et ce qui m'a intéressé, c'est en regardant ça, je me suis aperçu qu'il y avait une édition qui avait été préfacée en fait par son frère. Donc ça interpelle. Bien, alors la maladie d'Addison, c'est une maladie qui est relativement rare puisque c'est une maladie qui affecte à peu près 6 sujets sur 100 000. Donc c'est relativement rare, mais encore une fois, les présidents n'en sont pas exclus. Et cette maladie, soit elle a une cause qui est connue, par exemple une tuberculose, mais ça c'est relativement rare, parce que dans la plupart des cas, c'est-à-dire 75 à 80% des cas, on dit qu'il y a une cause qui est idiopathique. Et je vous rappelle, quand on parle de cause idiopathique, ça veut dire qu'on ne connaît pas la cause, en fait. Mais en tout cas, on n'arrive pas à la relier directement à une cause précise. Alors, les symptômes, c'est une certaine faiblesse. C'est assez intéressant quand on vous donne la liste des symptômes et que vous réalisez que John Kennedy avait une maladie d'Addison. Donc, une certaine faiblesse, une fatigabilité, anorexie, nausée, vomissement, perte de poids, diarrhée. Vous avez aussi souvent une augmentation de la pigmentation cutanée, ce qui fait que Kennedy paraissait souvent bronzé. Et en fait, c'était plutôt la maladie d'Addison que le fait qu'il soit exposé au soleil. Et vous pouvez avoir une hypotension. Alors, ce que l'on dit, c'est que c'est une maladie qui est trouvée, alors cette fois-ci, je vais être clair, dans la 4e ou la 5e décade de l'existence. Et c'est une maladie qui est 2 à 3 fois plus fréquente chez la femme que chez l'homme. Alors, sur le plan de l'anatomie pathologique, alors là, il y avait une question d'un étudiant qui était intéressante, qui avait envie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand je parlais d'infiltration. Et c'était normal qu'ils ne comprennent pas parce que je ne mets pas beaucoup de photos d'anatomie pathologique en me disant que ça vous embête, mais je vais peut-être en remettre. Parce que lorsqu'on parle d'infiltration, là par exemple, ça va être une infiltration des cellules du système immunitaire au niveau des surrénales. Et qu'est-ce que ça veut dire infiltration? Ça veut dire que vous avez les cellules du système immunitaire qui vont sortir des vaisseaux qui irriguent par exemple les surrénales pour aller infiltrer en fait l'organe, là en l'occurrence toujours les surrénales bien sûr, et provoquer en fait
ce qu'on appelle là une adrénalite surrénalienne. Adrénalite surrénalienne. Je ne sais pas si on dit en français surrénalite, je ne suis pas sûr, mais adrénale, c'est en anglais les surrénales. Donc vous avez une adrénalite auto-immune, une inflammation des surrénales auto-immunes. Alors, ça c'est sur le plan anatomie pathologique, ce qu'on regarde à chaque fois, et ensuite ce qu'on regarde dans ces maladies, c'est qu'est-ce qu'il y a comme auto-anticorps. Alors là, vous avez des anticorps que l'on trouve d'ailleurs dans à peu près 50% des patients qui ont une forme idiopathique, des auto-anticorps antimicrosomes surrénaliens. Anticorps antimicrosomes surrénaliens, ce qui veut dire au passage maintenant on a quelques notions sur quels sont les auto-antigènes, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais quand on vous parle d'anticorps antimicrosomes ou antistructures cellulaires, ça veut dire qu'on n'a pas encore exactement défini l'antigène lui-même. Alors, ce qu'il y a, c'est que le fait d'avoir ces auto-anticorps antimicrosomes surrénaliens, ça ne vous fait pas forcément le diagnostic de maladie d'Addison, tout simplement parce que vous avez dans 40% des patients qui ont d'autres maladies auto-immunes, vous pouvez avoir le même type d'auto-anticorps. En particulier, vous trouvez ces auto-anticorps chez des patients qui ont des pathologies auto-immunes de la thyroïde. Dans le diabète, vous le trouvez également. Bien. Alors, à côté de ces premiers auto-anticorps dont je vous ai parlé, vous en avez d'autres qui sont des auto-anticorps, cette fois-ci qu'on identifie mieux, puisque tout simplement, c'est des auto-anticorps contre le récepteur à l'ACTH, ce qui paraît normal. Donc ça, ces anticorps qu'on trouve assez fréquemment sont bien évidemment importants, et il y a plus récemment encore d'autres auto-anticorps qui ont été trouvés contre des antigènes cibles qui sont en fait des enzymes surrénaliens, et vous avez la 17-alpha-hydroxylase et la 21-alpha-hydroxylase, des auto-anticorps donc dirigés contre ces auto-antigènes 17-alpha-hydroxylase et 21-alpha-hydroxylase. Alors, traitement, vous vous rappelez que quand j'avais fait les généralités des traitements, je vous avais dit, en gros, c'était soit des traitements substitutifs, soit des immunosuppresseurs. Bon, là, vous avez une insuffisance surrénalienne. Vous allez donc essayer tout simplement de substituer par des glucocorticoïdes ou par des minéralocorticoïdes. C'est ce qu'avait Kennedy quasiment en permanence. Le problème, en fait, des traitements à forte dose des minéralo ou des glucocorticoïdes, traitement par glucocorticoïdes, ça peut induire notamment des lyses au niveau des os, et Kennedy avait des gros problèmes notamment de dos, des douleurs osseuses importantes, mal au dos, qui étaient dues à des traitements en fait par les glucocorticoïdes lorsqu'il avait sa maladie. Alors je dis lorsqu'il avait sa maladie, à partir du moment où vous avez une maladie auto-immune, vous savez que pratiquement vous en guérissez pas, c'est-à-dire vous vivez avec. Donc on fait ce qu'il faut pour substituer ou pour diminuer les effets, mais vous la gardez la maladie. Alors, autre chose qui est intéressante, auto-immunité et infertilité. « 15% en fait des couples infertiles ont des anticorps dirigés contre le sperme. Donc 15% des couples infertiles ont des anticorps dirigés contre le sperme, et ces auto-anticorps, vous pouvez les trouver soit chez monsieur, soit chez madame.
Alors, chez monsieur, pourquoi vous allez faire des auto-anticorps contre le sperme? C'est parce qu'il y aura des accidents traumatiques, il y aura des infections, il y aura de la chirurgie, notamment les hommes qui se font faire, ce qui est extrêmement courant aux États-Unis, c'est même un des contraceptions les plus utilisées aux États-Unis, qui sont la vasectomie. Et aux Indes aussi, vasectomie. Donc, lorsque vous avez des vasectomies, vous avez l'apparition d'anticorps anti-sperme. Ça apparaît dans 50% des hommes qui ont une vasectomie dans les 6 à 12 mois. Et le problème, c'est qu'ensuite, quand vous dites non, vous savez, vous, en tant qu'étudiant, vous avez le droit au remords quand vous voulez changer de filière. Là, alors, vous avez droit au remords quand vous avez une vasectomie, c'est-à-dire vous dites non, finalement, si vous pouvez me remettre en continuité les canaux. Et dans ces cas-là, le problème, c'est que vous pouvez conserver une infertilité parce que, ça y est, il y a un processus auto-immun d'anticorps contre le sperme. Voilà. Donc, auto-immunité, infertilité. Alors, les maladies du tractus gastro-intestinal. Alors, je vais dire 2 mots, mais vous avez déjà entendu parler, je vais vous poser la question. On vous a déjà parlé beaucoup, ou pas du tout de l'anémie de Birmer, l'anémie pernicieuse. Un peu, donc pas beaucoup. D'accord, donc je vais vous en parler. Alors, surtout, on va voir le versant, bien entendu, immunologique, de l'anémie pernicieuse ou de l'anémie de Birmer. Alors, c'est une anémie, mais on verra qu'il n'y a pas seulement l'anémie comme syndrome ou comme symptôme de l'anémie de Birmer, comme symptôme. C'est une anémie qui est due, en fait, et ça au moins vous le savez, à une malabsorption de la vitamine B12 et elle-même, cette malabsorption, c'est dû à une déficience dans un facteur qui est important pour l'absorption de la vitamine B12, qui est le facteur intrinsèque. Et cette anémie est due non seulement à une déficience du facteur intrinsèque, mais à l'atrophie gastrique que vous observez dans cette maladie. Ça atteint très souvent les patients après l'âge de 60 ans. Les femmes, comme d'habitude, sont plus affectées que les hommes. Le ratio, ça peut être 3 femmes pour 2 hommes. Mais ce qui est important, et ça, je mets une question parce que j'ai un oncle qui a été, à qui c'est arrivé, parce que 2% des personnes de plus de 60 ans ont une anémie de Birmer. Et en fait, c'est souvent pas diagnostiqué parce que les médecins ne pensent pas toujours qu'il peut y avoir une anémie de Birmer. Alors, à quoi ça se reconnaît? Et moi, j'aime bien, je pense qu'il faut que vous connaissiez les symptômes de ces maladies auto-immunes parce que vous avez un rôle de veille, en fait, en tant que pharmacien, et vous avez un certain nombre de symptômes qui peuvent vous mettre sur une piste et vous envoyer à ce moment-là votre client qui risque d'être un patient, vous l'envoyez chez le médecin. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une anémie de Birmer? Vous avez plutôt une fatigue, ça c'est 90% des cas, faiblesse musculaire, dyspnée, donc trouble de la respiration, ça c'est 70% des cas. Vous avez des paresthésies, ça c'est 30% des cas. Et vous avez une langue qui est enflammée, irritée, ça c'est 25% des cas. Et ce que vous avez aussi, c'est vous avez des signes neurologiques. Vous pouvez avoir une incoordination de certains mouvements. Notamment, vous pouvez avoir une ataxie. L'ataxie, c'est l'incoordination des mouvements
volontaire avec conservation de la force musculaire. Donc ça, c'est une ataxie. Et vous pouvez même avoir des troubles mentaux. Alors ça fait beaucoup de choses. Et tout ça parce que, en fait, vous avez un problème d'absorption de vitamine B12 qui est absolument un coenzyme qui est essentiel pour le métabolisme de quoi? D'une part, pour le métabolisme de l'homocystéine. Alors, l'homocystéine, c'est un précurseur à la fois de la choline, et la choline, vous en avez besoin notamment pour le métabolisme des nerfs, tout simplement. Et vous avez aussi l'homocystéine, c'est un précurseur de la méthionine, dont vous avez besoin pour la myéline. Et pour les nerfs aussi, lorsque vous n'avez pas de vitamine B12, il y a une altération en fait de la formation des acides gras et vous allez incorporer au niveau des nerfs des acides gras qui seront anormaux. Donc, trouble homocystéine, ça vous entraîne trouble choline, méthionine, trouble au niveau des acides gras, donc tout ça, ça vous fait des dommages au niveau des nerfs, mais ce n'est pas tout. Ça va vous induire, ce trouble dans le métabolisme de la vitamine B12, des troubles au niveau du métabolisme de tétrahydrofolate. Alors, qui dit tétrahydrofolate, trouble du métabolisme des tétrahydrofolates, ça veut dire trouble au niveau des folates qui vont être mal conjugués. Ça veut dire trouble du métabolisme des purines qui va diminuer. Ça veut donc dire trouble du métabolisme de l'ADN et trouble de l'hématopoïèse. Qui dit hématopoïèse, dit trouble de l'hématopoïèse, ça vous donne anémie. Donc, si on résume tout ça, vous avez une atteinte forcément, d'une part, du tractus gastro-intestinal, vous avez une atteinte du système nerveux central, parce que vos nerfs ils sont atteints, et vous avez une atteinte au niveau de la moelle osseuse avec des troubles de l'hématopoïèse. Alors, atteinte au niveau donc, du tube digestif, de la moelle osseuse, atteinte au niveau du système nerveux central. Qu'est-ce que j'ai comme auto-anticorps? Alors, d'abord, j'ai des auto-anticorps contre les cellules gastriques pariétales, ce qui vous donne une atrophie gastrique et une atteinte du tractus gastro-intestinal. Et ces anticorps anticellules gastriques pariétales, ils sont présents dans 85 à 90% des patients. Donc, anticorps anticellules gastriques pariétales. Et vous aurez, bien entendu, des auto-anticorps contre le facteur intrinsèque lui-même. Alors, ces anticorps, il peut y avoir des anticorps bloquants, c'est-à-dire ces anticorps vous bloquent en fait la liaison du facteur intrinsèque et de la vitamine B12. Donc la vitamine B12 ne peut pas se lier au facteur intrinsèque. Ça, c'est les anticorps en fait qui sont bloquants. Ça, c'est présent dans 75% des patients. Et vous avez des anticorps qui ne bloquent pas la liaison de la B12 au facteur intrinsèque, qui sont des anticorps liants, binding antibodies. Ça, c'est dans 50% des cas. Donc, vous avez les anticorps antifacteurs intrinsèques, bloquants. La vitamine B12 ne peut pas se lier au facteur intrinsèque, c'est 75% des cas.
et des facteurs liants pour binding. Binding, ça se lie. C'est-à-dire c'est bien dirigé contre le facteur intrinsèque, mais la vitamine B12 peut tout de même se mettre sur le facteur intrinsèque. Et ça, c'est 50% des cas. Alors, vous dites, est-ce que ce sont ces auto-anticorps qui sont responsables de la maladie? Ils ont un rôle peut-être dans la maladie, mais ce qui est important, c'est des mécanismes cellulaires. Et c'est les fameuses cellules CD4+. Alors là, j'en profite, comme j'avais une question tout à l'heure sympathique, en disant, mais dans les CD4, dans les cellules T, il y a bien, alors dans les CD4, ce que vous connaissez, il y a les TH1, les T auxiliaires 1, les TH2, T auxiliaire 2, et il y a bien les T régulatrices qui sont également CD4. Hein. Petit rappel là. Donc là, en l'occurrence, dans l'anémie de Birmer, c'est les cellules T CD4 qui sont importantes. Et le traitement, ce qui marche très bien, hein, à nouveau substitutif, à nouveau vous ne guérissez pas la maladie, donc classique, vous substituez avec la vitamine B12 ou vous faites un traitement immunosuppresseur. Ah, on va passer à une autre maladie, qui est la maladie cœliaque. Alors là, c'est une maladie qui est définie comment, la maladie cœliaque? On le définit par un syndrome de malabsorption. On verra comment ça se passe. 2, il y a une lésion histologique qui est caractéristique, mais qui n'est pas forcément spécifique. Donc, lésion histologique de la muqueuse duodénale qui est caractéristique, mais pas forcément spécifique. Et ce qui caractérise donc ces syndromes, lésion histologique qui est assez caractéristique, et la réponse clinique et histologique à un régime sans gluten de blé, d'orge ou de seigle. Et peut-être, vous verrez pourquoi tout à l'heure, peut-être d'avoine. Et vous verrez pourquoi le peut-être d'avoine. Tout ça, franchement, c'est important, c'est pratique, parce que vous allez voir que le pharmacien, il peut avoir un rôle important dans la conduite du traitement de cette maladie. Alors, c'est une maladie qui progresse en fait depuis le duodénum jusqu'à l'iléon, et c'est la longueur en fait de l'atteinte intestinale qui va conditionner la pathologie. Ce qu'il faut savoir toujours dans les généralités, parce qu'on va rentrer dans les détails, c'est que cette maladie-là chez l'enfant, elle peut débuter dans les quelques mois, voire les quelques années qui succèdent l'introduction de farine dans l'alimentation. Alors, sur le plan épidémiologique, ben d'abord, c'est une maladie qui est assez fréquente parce que c'est 1% de la population. Donc ça vaut la peine qu'on s'y arrête. 1% de la population, en tout cas dans les pays européens, mais aussi en Asie, en Amérique, au Moyen-Orient, donc 1% de la population d'une maladie qui est souvent non diagnostiquée. Alors, 2 fois plus de femmes que d'hommes. Ça se révèle chez l'enfant et chez l'adulte, ça peut être pratiquement à tous les âges. Il y a un petit pic de fréquence vers la 4e et la 5e décade. Mais il n'y a pas vraiment de pic. Alors, les manifestations cliniques.
Donc l'épidémiologie, le chiffre important, c'est 1% de la population qui a cette maladie. Alors la manifestation clinique, là j'ai aussi une question au crayon, parce que vous avez votre rôle à jouer. Parce que chez le nourrisson et le jeune enfant, comment vous allez regarder les manifestations cliniques? D'abord, vous aurez un enfant qui est triste, apathique et grognon. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui sont tristes, apathiques et grognons vont avoir une maladie cœliaque, mais tout de même, si vous avez dans votre pharmacie un enfant que vous regardez, un petit bébé qui vous semble triste, apathique ou grognon, vous pouvez dire, tiens, je vais l'observer plus attentivement. S'il y a une dénutrition, s'il y a un appétit qui est médiocre, vous demandez à la maman, mais tiens, il mange bien votre petit enfant là? Non, il ne mange pas bien. S'il y a des vomissements fréquents, s'il y a une diarrhée chronique, ce qui existe dans pratiquement les 3/4 des cas, donc si vous observez tout ça, ça peut vous faire, en tout cas chez le nourrisson et le très jeune enfant, penser à une maladie cœliaque. Au début, le retard statural, il est relativement modéré, mais par contre, dans la seconde enfance, vous avez un retard statural qui est constant. Donc ça aussi, ça peut éveiller votre attention. Et chez l'adulte, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous aurez une diarrhée chronique, vous aurez une anémie, vous aurez une anorexie, vous aurez des nausées ou des vomissements. Je vous parlais d'une famille que, entre guillemets, je connais bien, dans laquelle il y a 3 filles, toutes plus jolies les unes que les autres, mais l'une c'est une maladie cœliaque, l'autre c'est une maladie de Crohn, et la troisième sont des allergies. Donc, elles sont toutes formidables. Alors, chez les adultes, il y a d'autres présentations cliniques qui sont tout de même par moments plus rares. Par exemple, un reflux gastro-œsophagien, par exemple des douleurs abdominales, par exemple des syndromes neurologiques. Bon, j'ai toute une liste que je pourrais vous dire. Vous allez déjà vous contenter de savoir les symptômes les plus fréquents. Alors, sur le plan physiologique ou physiopathologique, bien évidemment, c'est une maladie qui est induite par l'ingestion de gluten. Alors, qu'est-ce que c'est le gluten? On va le voir ici. En fait, le gluten, c'est un terme qui vous définit tous les composants protéiques du blé, de l'orge, du seigle. Et à l'intérieur du gluten, donc, qui sont tous les composants protéiques, vous avez un certain nombre de protéines que vous voyez ici, dont des protéines qu'on appelle les prolamines, les gluténines. Et parmi les protamines, vous avez, alors ça, il faut retenir le nom, une fraction particulière, donc c'est une fraction du gluten, puisque je viens de vous dire, le gluten, c'est toutes les protéines. Je dis parce que à l'intérieur du gluten, parmi toutes les protéines, il y a ces protamines, et parmi les protamines, il y a les alpha-gliadines. Et, vous allez le voir apparaître, à quoi ressemble la gliadine, voilà, donc qui est une des protéines du gluten. Et dans cette gliadine, elle est découpée en peptides par les enzymes du tube digestif, et vous avez certains peptides, dont un peptide de 33 acides aminés, qui, lui, est responsable de la maladie parce que ce peptide ne va pas être, en fait, lysé, et va être l'antigène qui va être responsable, en fait, de la maladie.
Donc, vous avez bien compris, on vous parle du gluten. Quand on vous parle du gluten, c'est toutes les protéines dans lesquelles il y a gliadine. Et dans la gliadine, il y a des peptides qui sont l'antigène, ce peptide de 33 acides aminés notamment, qui vont provoquer la maladie. Alors, comment ça se passe? En fait, vous avez à la fois des mécanismes de l'immunité innée et des mécanismes de l'immunité adaptative. Alors, les mécanismes de l'immunité adaptative, les voilà. Vous avez la gliadine ici et le peptide de 33 acides aminés, donc tout ça dérivant du gluten, donc, qui vont vous activer des cellules présentatrices d'antigènes qui sont dans la lamina propria de l'intestin. Et en particulier, cette gliadine, elle va subir l'action d'une glutaminidase tissulaire, et cette glutaminidase tissulaire est responsable de la production en fait, d'un peptide qui est encore plus immunogène. Cette glutaminidase, elle va désaminer en fait les peptides dérivés de la gliadine, et ça va vous donner un peptide désaminé qui est encore plus immunogène. Donc là, vous êtes dans l'immunité adaptative, puisque ensuite, à partir de la cellule présentatrice d'antigènes, vous allez activer des cellules T, CD4+. Mais ce que je viens de vous dire, c'est que c'est bien un peptide dérivé de la gliadine, qui en plus de ça, il y a un peptide qui est désaminé par la glutaminidase tissulaire, qui est ici, ce qui vous donne un peptide encore plus immunogène. Et ça va vous provoquer, en fait, la synthèse d'un certain nombre de cytokines, donc un relargage d'un grand nombre de cytokines. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Vous avez également des mécanismes en fait de l'immunité innée. Alors, là ici, j'avais jusqu'à présent un relargage de cytokines déjà. Mais ici, on va parler maintenant de mécanismes de l'immunité innée que vous voyez apparaître ici. Et ça, c'est des mécanismes qui sont dus en fait à des lymphocytes qui sont ici, qui sont des lymphocytes intraépithéliaux. Donc, il y a une surexpression de l'IL-15 par les entérocytes, par ces cellules qui sont donc ici, qui activent les lymphocytes intraépithéliaux. Et il va y avoir une activité, notamment une activité cytotoxique de ces lymphocytes. Les deux messages importants qu'il faut retenir de ce schéma, le premier, c'est activation de l'immunité adaptative via, ici, la gliadine. OK, gliadine désaminée, relargage de cytokines, et ensuite, ici, une surexpression par les entérocytes, ici, d'IL-15, activation de lymphocytes intraépithéliaux. Alors, facteur génétique. Vous n'avez pas de maladie cœliaque si vous n'avez pas dans vos gènes les allèles pour HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. Vous vous rappelez DQ8, on avait déjà parlé. Cela dit, ce n'est pas parce que vous êtes HLA, DQ2 ou DQ8 que vous avez forcément une maladie cœliaque, c'est toujours la même chose. Mais par contre, quand vous avez une maladie cœliaque, vous êtes toujours HLA, DQ2 ou DQ8. Cela dit, la composante génétique, elle n'est pas si forte que ça, parce que la concordance entre les jumeaux homozygotes, elle est moins de 50%. Donc, les facteurs environnementaux, c'est évident qu'ils sont là, puisqu'il y a le gluten. Et ce qu'il y a de frappant, c'est que l'alimentation, elle a un rôle important, en particulier certainement l'alimentation dans la petite enfance, parce qu'on considère qu'il y a un effet protecteur de nourrir les nourrissons au sein. Donc,
Pour les dames, ça les inciterait plutôt à allaiter leurs enfants. Donc, l'allaitement, ça a tendance à protéger. Et lorsque vous introduisez des farines qui contiennent du gluten parce que vous ne nourrissez pas vos enfants au sein, si vous introduisez ces farines très tôt, c'est-à-dire par exemple avant 4 mois, il y a un plus gros risque d'avoir une maladie cœliaque. Si vous l'introduisez plus tard, c'est-à-dire après 7 mois par exemple, il y a un moins grand risque. Alors, je vous avais dit le diagnostic. Le diagnostic, c'est d'une part sur le plan du diagnostic histologique. Donc, pour ça, vous pouvez faire une biopsie au niveau duodénal. Et si vous faites cette biopsie, vous trouverez une infiltration par les lymphocytes, une lymphocytose. Vous les voyez, hein, ils sont là, les lymphocytes. Et ce qui va être le critère diagnostique tout aussi important, c'est le fait que vous aurez une réponse positive à un régime en fait qui est sans gluten. Cela dit, je vous ai dit, c'est fréquent comme maladie et c'est souvent peu diagnostiqué ou pas toujours diagnostiqué. De temps en temps, il y a un certain nombre de cas où le diagnostic est difficile. Bon. Et dans ces cas-là, ce qui vous aide, c'est de tester la présence d'auto-anticorps. Alors là, il y a eu une recommandation de l'HAS, Haute Autorité de Santé, HAS, sur le type d'anticorps qu'il faut en fait rechercher. Avant, on recherchait des anticorps anti-réticuline, par exemple. Maintenant, non, l'HAS vous dit une chose, c'est assez récent. Il faut rechercher des anticorps anti-endomysium. Alors, endomysium, vous dites c'est quoi endomysium? Endomysium, ça veut dire à l'intérieur du muscle. Donc, endomysium, c'est en fait des fibres réticulaires qui appartiennent au tissu conjonctif des muscles. C'est à l'intérieur des muscles. Donc, anti-endomysium. Mais en fait, ce que l'on recherche aussi, et vous allez voir pourquoi c'est en fait la même chose, c'est qu'on recherche des anticorps contre la transglutaminase. La transglutaminase, la glutaminase, vous savez, elle était là. Elle est encore sous vos yeux. Et pourquoi les anticorps anti-endomysium et anti-transglutaminase, c'est la même chose? Parce qu'on sait maintenant que ces anticorps dirigés donc contre l'endomysium, la cible, l'auto-antigène, c'est quoi? C'est la transglutaminase. D'accord? Si. Voilà. Donc vous avez l'auto-antigène, d'accord? Donc vous regardez des anticorps anti-transglutaminase. Vous pouvez détecter ces anticorps en regardant s'il y a une réaction contre l'endomysium. Mais sur l'endomysium, qui sont des fibres, en fait, l'antigène cible, c'est à nouveau la transglutaminase qui est à l'intérieur des muscles. C'est des tests qui sont extrêmement sensibles. Par exemple, lorsque vous faites les anticorps anti-endomysium, ce qui est plus cher, plus coûteux que de faire les anti-transglutaminases, vous avez une sensibilité du test qui est supérieure à 90%. Alors, comment vous allez traiter? Alors, vous allez traiter en éliminant tout ce qui est blé, orge, seigle, ce qui n'est pas si facile que ça. Et vous pouvez, théoriquement, essayer de voir si ça marche avec l'avoine. Mais le problème, c'est que quand vous pensez utiliser du régime avec de l'avoine, en fait, souvent, les grains d'avoine, ils peuvent être légèrement contaminés pendant les processus de transport, lorsque vous faites la farine, ils peuvent être contaminés avec, en fait, les autres farines. Donc, de temps en temps, ça ne marche pas aussi bien que ça d'introduire l'avoine à la place du blé, de l'orge, du seigle, certainement à cause d'une contamination de l'avoine au moment de la préparation des farines. Alors, lorsque vous avez
introduit ce régime, vous avez une rémission et de temps en temps, chez l'enfant, vous pourrez tenter en tout cas d'interrompre à un moment donné le régime et de voir si la maladie ressurgit ou pas. Chez l'enfant, de temps en temps, ça peut marcher. Chez l'adulte, vous êtes obligé de suivre tout le temps le régime. Et si le régime ne marche pas, il va falloir à ce moment-là que vous utilisiez soit la corticothérapie, soit des immunosuppresseurs. Et si tout ça ne marche pas, vous allez faire une nutrition parentérale. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que cette maladie, ça vous augmente le risque de faire des cancers. On considère que c'est une maladie qui est pratiquement prémaligne. Le risque notamment de faire des lymphomes est 50 fois plus élevé que dans la population générale. Mais aussi, vous pouvez avoir des cancers du jéjunum, de l'œsophage et du pharynx. Bien. Ça, c'était pour la maladie cœliaque. Vous voyez au passage, je disais que je n'avais pas trop d'images d'histologie. Ce n'est pas à l'intercours que j'en ai rajouté une. Tout de même, celle-ci, je l'avais placée. Mais vous voyez ici, ça c'est toute l'infiltration, en fait, par les lymphocytes. Et vous voyez que cette infiltration, elle est beaucoup plus importante dans la maladie cœliaque, vous la voyez ici, que en fait dans la muqueuse duodénale normale. Ce n'est pas la même allure entre les deux. Bien. Maladie de Crohn. Alors, la maladie de Crohn, ça fait partie des maladies inflammatoires de l'intestin. Dans les maladies inflammatoires de l'intestin, il y en a une maladie qui est rare, qui est la rectocolite hémorragique. Et il y en a une qui est beaucoup plus fréquente, qui est la maladie de Crohn. Alors quand je vous dis que c'est fréquent, en France, il y a 2000 nouveaux cas par an. Et il y a à peu près actuellement 40 000 cas de maladie de Crohn. Et pour vous donner un exemple d'incidence, dans le nord de la France, c'est 4,9, ça veut dire pratiquement 5 cas pour 100 000. Les cas familiaux, c'est dans 5 à 10% des cas. Donc quand il y en a une dans une famille, il peut y avoir d'autres membres affectés. Et le début de la maladie, c'est plutôt 15 à 35 ans, mais ça peut se produire aussi à n'importe quel âge. C'est plutôt 15 à 35, mais vous pouvez en démarrer aussi beaucoup plus tard. Et une chose qui est caractéristique, c'est que le délai moyen entre les premiers symptômes et le diagnostic, c'est 3 ans. Pourquoi c'est 3 ans? Parce que ça fait partie des gens qui se plaignent qu'ils ont mal au ventre. Quand on a mal au ventre, on dit bon, c'est des colopathies fonctionnelles. Et puis de temps en temps, ce n'est pas des colopathies fonctionnelles, mais entre le moment où on dit oh là là, arrête avec t'as mal au ventre, c'est dans la tête, c'est tout ce qu'on veut, non, c'est une maladie de Crohn. Et le diagnostic, qui n'est pas un diagnostic extrêmement facile à faire, c'est pour ça qu'il y a un long délai, en tout cas entre les premiers symptômes de la maladie et le diagnostic. Ça va être l'endoscopie, ça va être une biopsie, ça va être la radiologie, lorsque vous avez vu une radio d'une maladie de Crohn, après vous savez. Donc diagnostic, endoscopie, biopsie, radiologie. Par contre, vous n'avez pas vraiment de diagnostic qui se fait sur le plan sérologique. C'est-à-dire, je ne vais pas vous dire, vous avez des auto-anticorps contre ceci, cela.
pour vous aider à faire le diagnostic. Au passage, quand vous avez la présence dans toutes ces maladies, je vous rappelle que c'est en combinant en général la clinique, la radiologie, l'imagerie et la biologie que vous arrivez à faire un diagnostic. Ce n'est pas uniquement sur la présence de tel ou tel auto-anticorps ou tel symptôme. Alors, sur le plan anapathe, vous avez une inflammation au niveau, c'est une maladie inflammatoire du tube digestif, avec notamment une infiltration de lymphocytes, de plasmocytes et d'éosinophiles. Alors, les lymphocytes, ils sont activés. Sur le plan de la physiopathologie, qu'est-ce qui cause cette inflammation? Ce n'est pas vraiment clair. Est-ce que c'est une infection virale ou pas? Ou est-ce que c'est une infection bactérienne? On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a identifié très clairement l'auto-antigène qui est responsable de la maladie. Par contre, ce qui est clair, c'est ce que vous allez avoir apparaître sur ce tableau-là, c'est que vous voyez, c'est en rouge, maladie inflammatoire de l'intestin, maladie de Crohn, puisque c'est la plus fréquente, mais vous avez en rouge les cytokines dont la production est excessive au niveau intestinal. Donc au niveau intestinal, vous avez un certain nombre de cytokines pro-inflammatoires, notamment IL1, IL6, elles ne sont même pas toutes là ici, IL8, TNF-alpha, vous avez aussi l'IL7, mais il y en a une qui est extrêmement importante, c'est notamment la production au niveau de la muqueuse intestinale chez les patients qui ont une maladie de Crohn de TNF-alpha. Donc, à nouveau, je vous dis production de toutes ces cytokines, mais celle qui est importante ici, vous l'avez tout en haut, c'est TNF-alpha. Alors, TNF-alpha, ça c'est juste un petit rappel, hein. Okay. Produit par toutes ces cellules, lymphocytes activés, macrophages, cellules K, mastocytes. D'accord? Ici, vous avez un petit rappel sur TNF-bêta, mais le TNF-alpha, qu'est-ce que ça fait? Ça, vous le savez déjà. Induction de cytokines pro-inflammatoires, IL1 et IL6. Augmentation de migration des lymphocytes, augmentation d'expression des molécules d'adhésion, activation fonctionnelle des neutrophiles, induction des protéines de l'inflammation. Alors, facteurs génétiques, oui, ils existent, mais la concordance chez les humains monozygotes, c'est simplement 45%, donc ça veut dire qu'il y a bien d'autres facteurs. Alors, il y a une chose que je dis à des gens que je connais bien dans mon entourage qui ont une maladie de Crohn et qui fument, c'est que notamment le tabac, c'est pas bon pour les gens, c'est pas bon de façon générale, mais c'est pas bon en particulier pour les gens qui ont une maladie de Crohn. C'est un facteur qui est associé avec les poussées de la maladie. Et vous avez une chose qu'il ne faut pas ignorer, c'est que vous avez, je rajoute, certains médicaments, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui peuvent provoquer une première poussée ou une récidive de la maladie de Crohn. Alors vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça peut vous donner d'ailleurs à la fois maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique. L'évolution, c'est des poussées entrecoupées de rémissions. Ces rémissions, elles sont plus ou moins complètes, elles sont plus ou moins spontanées. Elles vont, on l'espère, être induites par les traitements, mais vous avez des complications qui peuvent aller vers des sténoses, rétrécissement du côlon, sténose colique, des occlusions intestinales, c'est tellement rétréci que vous êtes en occlusion intestinale. Vous avez un risque de cancer qui touche les segments atteints,
et souvent, vous avez une dénutrition. Alors, les traitements. 1. Des salicylés, notamment ce qui est utilisé, je ne veux pas faire mais c'est le pentasa. C'est l'acide 5-aminosalicylique, le 5-asa, le pentasa, c'est très utilisé dans la maladie de Crohn. Corticothérapie, immunosuppresseurs, ça va être par exemple l'azatioprine, 6-mercaptopurine, méthotrexate, cyclosporine et les anticorps anti-TNF-alpha. Le premier, ça a été Rémicade. Alors, Rémicade, c'est infliximab. Ximab, ici, c'est un anticorps chimérique. D'accord? Donc, c'est un anticorps chimérique anti-TNF-alpha. Donc, ici, vous l'avez, ce que vous voyez sur le net, avec quelque chose d'important qu'il faut se souvenir, c'est que ces anticorps, qui sont des médicaments extrêmement actifs, il y a eu des cas qui ont été observés, donc, notamment de tuberculose, chez des patients qui ont reçu le Rémicade. Listériose, pneumocystose, tuberculose, histoplasmose. Donc, attention à l'utilisation de ces médicaments. Autre médicament, adalimumab. Mumab, ça c'est un anticorps qui est entièrement humain. D'accord? Donc, c'est un anticorps humain, Humab. Humira, voilà, il est en bas. Humab, le voilà. Vous avez donc un Ximab, un Humab. Et il a été d'abord, je vais vous en reparler de tous ces anticorps, ils ont d'abord été utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde, dont on parlera, et puis c'est simplement récemment, ça fait maintenant, ça y est, 2 ans, qui sont utilisés dans la maladie de Crohn. Le voilà, Humira. Et vous avez un anticorps dont on va beaucoup parler. Je vais terminer là-dessus, je vous rassure, mais c'est passionnant l'histoire de ça. C'est un anticorps qui est le natalizumab, qui est un anticorps dirigé contre une intégrine. Et vous avez vu que ça, c'est septembre 2007 contre la maladie de Crohn. Au départ, c'était pour la sclérose en plaques. Et vous verrez l'histoire de la sclérose en plaques. Mais les intégrines, ce sont ces molécules ici, qui sont des molécules impliquées dans la migration des leucocytes. Vous avez ici des intégrines sur la gauche, qui se lient à des membres de la superfamille des immunoglobulines, tels que ICAM. Là, ce qui nous intéresse, c'est notamment ici, celle-ci, alpha 4 bêta 1, parce que vous avez pour ces intégrines 2 chaînes, une chaîne alpha et une chaîne bêta. Et ces intégrines, ils peuvent être en fait soit comme ça, l'intégrine elle est droite comme un I, soit elle va se courber, on le verra peut-être. Mais ce qui est important, c'est que vous avez ici les différentes chaînes des intégrines, avec en fonction de la chaîne bêta, un rôle des intégrines, c'est soit par exemple la liaison des cellules à la matrice extracellulaire, l'adhésion des leucocytes à l'endothélium, interaction des plaquettes et des neutrophiles. Et là, intégrine qui nous intéresse, parce que l'anticorps dont je vous parle, il est dirigé contre l'intégrine alpha 4. Le voilà l'anticorps, le Tysabri, anti-alpha 4. Et qu'est-ce qui fait cet anti-alpha 4? Vous connaissez déjà ceux qui ont assisté tout du moins à la première partie du cours. Les autres, ils sont largués. Donc, ils savent qu'il y a roulement ici des leucocytes. Ici, vous allez avoir l'intégrine qui est là, qui va permettre en fait
lorsqu'il y a eu une chymiokine qui a activé le lymphocyte, changement de conformation de l'intégrine, elle change de conformation, elle permet au lymphocyte de s'accrocher aux cellules endothéliales. Donc vraiment, l'intégrine a son rôle important. Et ensuite, vous avez migration transendothéliale. Donc lorsque vous utilisez Tysabri, qu'est-ce qui se passe? Il y a bien un roulement, mais là, le lymphocyte, il n'est pas bien attaché aux cellules endothéliales, donc il continue à rouler. Là, vous avez votre anticorps anti-intégrine qui va arriver, le Tysabri, le voilà. Il va bloquer l'intégrine, ça va empêcher en fait l'arrêt et l'adhésion du lymphocyte qui ne va pas pouvoir en fait sortir du vaisseau pour aller infiltrer en fait la muqueuse colique. Donc voilà, et lorsque tout ça n'a pas marché, vous pourrez faire une résection chirurgicale, ce qui est le but, enfin le traitement qui est le moins effectivement souhaitable. Bien, j'ai un peu dépassé, mais vous avez été comme d'habitude parfait. Au revoir, bonne fin de journée.